Si l'Iran a pu parfois aider Ben Laden, les pistes du 11 septembre mènent toutes à Kaboul où se cache Al-Qaïda. Bush et l'OTAN attaquent donc l'Afghanistan et chassent les talibans avec le concours de Téhéran et de Moscou qui, comme les Européens, soutiennent l'Alliance du Nord du défunt commandant Massoud. Ce qui n'empêche pas Ben Laden d'envoyer sa famille à l'abri en Iran, avant de poursuivre son combat dans les zones frontalières du Pakistan. Bush veut aller plus loin et régler son compte à Saddam Hussein. À l'ONU, au nom de la France qui a des intérêts en Irak, Dominique de Villepin s'y oppose vivement. Et pour ses 50 ans, sa grande amie, Nahed Hodje, lui offre une fête somptueuse dans son hôtel particulier parisien. Milliardaire, Nahed est la veuve du marchand d'armes Akram Hodje, mais aussi la fille du ministre de la Défense et chef des services secrets syriens Mustafa Tlas. Bush n'en démord pas, et la présence d'armes de destruction massive en Irak sert de prétexte. Sauf qu'Ahmed Chalabi, le monsieur Irak des néoconservateurs, n'a en réalité aucune preuve de leur existence. Et même la CIA en doute. Les fausses preuves brandies à l'ONU deviendront pour des années le symbole du mensonge occidental. Le piège se referme quand les quelques tonnes de produits chimiques interdits qui restaient en Irak sont discrètement déménagés en Syrie dans le flux incessant de camions qui précèdent l'invasion. Lorsqu'Yevgeny Primakov atterrit à Bagdad dans un Ilyushin de la présidence russe, c'est officiellement en mission de paix de la dernière chance. À 73 ans, il commande 20 hommes des commandos Saslon des services russes qui chargent en soute les archives du Mukhabarat, l'Iraqi Intelligence Service, IIS. Les dossiers des armes secrètes, mais aussi l'organigramme et les fiches personnelles des officiers de renseignement, qui reformeront plus tard l'IIS, devenu l'Iraqi Islamic State, autrement dit Daesh. Le tout est mis à l'abri à Moscou. À Bagdad, tout juste arrivé de Damas où il vient de recevoir ses formations religieuses et militaires, un jeune Parisien des Buttes-Chaumont se fait interviewer par les télévisions arabes. D'origine tunisienne, Boubaker El Hakim est présenté comme le porte-parole des djihadistes francophones venus défendre Saddam Hussein. Ce loupard de 20 ans deviendra l'un des cadres de Daesh, responsable du massacre du Bataclan, d'assassinats de syndicalistes en Tunisie et d'attentats en Libye. Encore poussé par Chalabi qui veut la dissolution du parti et des services de sécurité baathistes, les États-Unis commettent leur deuxième erreur. Ils désorganisent l'Irak, laissent le pays sans défense face à l'Iran et aux milices et envoient au chômage des dizaines de milliers d'hommes armés et entraînés, désormais candidats au djihad. Réconciliés par l'occupation américaine, les frères ennemis des bases syriens et irakiens font cause commune. Et Damas sert de base arrière au djihad, d'autant que le chef des services secrets syriens, Mustafa Tlas, est sunnite. Même les fils de Saddam passent brièvement la frontière pour mettre leur famille et leurs trésors de guerre à l'abri. Des centaines, bientôt des milliers de djihadistes la passent dans l'autre sens, venus d'Europe, du Maghreb, du Caucase russe et du Moyen-Orient. Formés dans les madrasas syriennes par des islamistes contrôlés par le régime, puis entraînés dans les camps de l'armée de l'air syrienne, ils entrent en Irak, prêts au martyre. Leur héroïsme suicidaire permet aux anciens officiers de Saddam de compenser leur manque de technologie. Pendant ce temps, la Syrie et le Hezbollah pro-iranien retendent leur toile au Liban et font assassiner le président Hariri. Ce qui déclenche une vaste réaction populaire et l'éviction des Syriens du Liban. À l'ONU, à Washington et à Téhéran, le président irakien, le kurde Talabani, se plaint de l'appui massif de la Syrie aux terroristes sunnites irakiens.
Téhéran et Washington font pression sur Bachar el-Assad, qui limoge Mustafa Tlass et livre aux Occidentaux quelques djihadistes, tout en jetant les autres en prison dans des conditions plutôt confortables. On ne sait jamais, des fois qu'ils puissent resservir au Liban ou en Israël par exemple. La Syrie a clairement dupé les services occidentaux en leur livrant quelques djihadistes quand ça l'arrangeait, mais toujours en jouant double jeu. Ainsi, Mohamed Haïdar Zamar, syrien d'Al-Qaïda, suspecté d'avoir recruté les attaquants du 11 septembre, est arrêté au Maroc fin 2001 et livré aux Syriens par la CIA. Sauf qu'il réapparaît plus tard comme membre éminent de Daesh.